Amis de TV ADP, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous les auditeurs, téléspectateurs, toute la communauté. Bien. Eh ben, Stéphanie, c'est le début d'une émission qui a changé d'horaire, qui va être la version nouvelle. Donc, on a des invités et tu vas nous dire qui sont nos invités. Oui, alors il y a ce soir deux personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, qui s'appellent Martine Donnette et Claude Dio de l'association En toute franchise. Bonsoir Martine, bonsoir Oui, Claude. bonsoir tous les deux. Bonsoir, bonsoir. Donc cette émission s'appelle... À tous. Oui, je ne vois pas Claude. Non. Nous non plus, on ne le voit pas. Oui, il n'est pas à l'écran. L'écran, un petit peu, on voit qu'une partie de son visage. Oui. Voilà. Là, j'ai beaucoup de tendresse avec ma femme. Bon, alors, Stéphanie, elle va vous de Alors, je disais que vous étiez tous les deux les créateurs de l'association qui s'appelle En toute franchise. Et par rapport au titre de cette émission, entre le droit de savoir et la franchise, il y a forcément un lien de proximité. Alors, la question qu'on pourra vous poser tout de suite, c'est pourquoi le titre de cette association, sachant que pour vous présenter, on peut dire que vous êtes des anciens commerçants, tous les deux, et que Martine a mené un combat après avoir été ruinée par la grande distribution. Voilà. C'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi elle s'appelle En toute franchise, cette association? Quand est-ce qu'elle a été créée? Et puis, qu'est-ce que vous y faites? Et avec qui? C'est simple. Étant donné que moi, j'avais signé une franchise et que le franchiseur nous envoyait des courriers, il mettait toujours « En toute franchise, je vais vous parler ». Et naturellement, il ne racontait pas les choses qu'il racontait dans les courriers, c'était pas réellement ce qui se passait sur le terrain. Et donc le titre En toute franchise, j'ai dit nous on va lui donner une autre direction et on va vraiment parler en toute franchise. C'est pour ça qu'on a appelé notre association En toute franchise. Alors ça rejoint un petit peu le combat des lanceurs d'alerte sur la vérité finalement, le combat contre par exemple la finance dérégulée ou les multinationales et cette culture du mensonge. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'on peut poser une question annexe, par exemple du type, c'était quoi comme type de commerce Alors moi j'avais un magasin de franchise fil d'art dans la galerie marchande à Carrefour Vitrolles et Claude lui avait un magasin mais c'était pas réellement de la franchise, c'était un magasin New Baby dans la galerie marchande de Carrefour Vitrolles. D'accord, voilà. C'était pour la puriculture et de fil à tricoter. D'accord, bon, c'est pour éclairer nos auditeurs, d'accord? Voilà. Donc, Stéphanie, la première question que tu poserais, ce serait laquelle alors du coup? Alors justement, la première question, c'est comment a commencé ce combat, c'est-à-dire ce combat pour aller vers l'ouverture de cette association? C'est-à-dire qu'est-ce qui vous est arrivé avec justement vos franchisés et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est-à-dire qu'au départ, un franchisé est censé défendre ses franchisés. C'est pour ça qu'on signe un contrat de franchise, parce que le franchiseur s'engage à nous apporter un soutien juridique. Et au moment de l'extension de la galerie marchande de Carrefour Vitrolles, eh bien le franchiseur n'a absolument pas joué son rôle, son rôle de conseilleur et de soutien. Puisque lui, il a l'habitude de s'implanter dans des galeries marchandes. Donc, automatiquement, il connaissait très bien le jeu, le rapport de force entre un franchisé et son bailleur. Voilà, donc là, c'est la première chose qu'on peut dire par rapport au franchiseur. Et après, on a eu des difficultés avec le bailleur Carrefour, parce que lui, c'est pareil. Il n'avait pas demandé toutes les autorisations d'urbanisme commercial et donc il a sans arrêt caché, dissimulé les éléments. Et d'abord, il faut savoir que quand je suis arrivée dans la galerie marchande de Carrefour Vitrolles, Carrefour ne m'a pas signalé
que mon magasin allait disparaître au moment de l'extension de la galerie marchande. Et pourquoi est-ce que votre magasin aurait disparu au moment de l'extension? Voilà, mon magasin a disparu au moment de l'extension. Oui, C'est-à-dire mais qu'ils m'ont pourquoi? doublé les loyers. Ils m'ont Alors, doublé les Marie, loyers. non, mais attends, Martine, Stéphanie, elle te pose la question, c'est comment ils ont fait pour que ton magasin, il disparaisse? C'est simple. Mon magasin, ils avaient déposé un permis de construire au départ, sur lequel ce magasin devait disparaître. Ils avaient le permis de construire en 1985. Mais comme ce permis de construire n'était pas passé en commission d'aménagement commercial, donc comme ils avaient triché, eh bien, si vous voulez, c'est d'une fraude, plus une autre fraude. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai signé mon bail, au moment où j'ai signé mon bail et acheté mon fonds de commerce, Carrefour avait obtenu une autorisation de permis de construire sur les plans, mon magasin disparaissait. Donc, alors, là, je pose une question bête pour que les gens comprennent bien. Si moi, quand tu dis ça, comme j'ai travaillé dans la grande distribution, ce que j'ai l'impression que tu dis, c'est qu'ils ont modifié un permis de construire en absorbant les surfaces que tu avais, qui devenaient un agrandissement même pour la grande surface. Ah non, c'est pas Moi ça. Ah ben moi, j'avais compris ça. J'avais compris ça. Non. Ils ont étendu la galerie marchande. C'est la galerie marchande qu'ils ont étendue. L'hypermarché, bon, l'hypermarché a des surfaces illicites, mais c'était pas le permis d'origine, c'était pas sur l'extension de l'hypermarché. Le permis de construire d'origine, c'était l'extension de la galerie marchande. D'accord. Voilà, sur lequel ils n'ont pas déposé une demande d'autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial. Et dans sur ces plans d'origine, mon magasin disparaissait. Et c'est pour ça que j'en veux à mon franchiseur, c'est que mon franchiseur, au moment où il me fait re-signer, au moment où j'achète le fonds de commerce, et au moment où je signe le bail, puisqu'il intervient en tant que franchiseur, il n'a pas veillé à ce que je puisse travailler sereinement dans un magasin que j'achetais. Je suis partie dès que j'ai signé mon bail, je suis partie dans des galères pas possibles. Alors Martine, la question c'est, est-ce que vous êtes un cas isolé ou est-ce que c'est le cas pour beaucoup de franchisés dans des galeries marchandes? Alors, ce genre de situation, je l'ai pas beaucoup rencontré, fort heureusement. Par contre, où on a rencontré les difficultés des franchisés, c'est que le bailleur, ils assènent les commerçants de tellement de charges, ils sont plus en difficulté de rapport avec le bailleur, les franchisés, Oui. d'accord? C'est plus une relation avec le bailleur, parce que les charges, des fois, sont presque à l'identique du loyer, et et le bailleur, que ce soit Carrefour, ou que ce soit Auchan, que ce soit d'autres, il ne donne pas la véritable comptabilité des charges, parce que normalement sur les charges doivent être reportées au centime près par rapport aux charges aux commerçants. Mais il y a des charges, on n'arrive pas du tout à savoir qu'est-ce qu'il y a dans les charges. Alors, ça me rappelle un sujet, parce que comme j'ai travaillé bien sûr en galerie marchande, bon, c'est une autre enseigne, hein, c'était Leclerc ou ce genre de choses, d'accord? Et on s'aperçoit que les baux commerciaux qui sont signés par les commerçants, qui sont à l'intérieur même de la galerie marchande, ont qu'un but, un seul, c'est de financer uniquement les coûts de l'agrandissement du magasin ou de l'aménagement du magasin. Et donc c'est pour ça que la transparence comptable entre les commerçants qui sont dans la galerie et, comme tu dis, la transparence des charges, jamais, dans aucune galerie, ils ont vraiment une transparence de comptabilité. Une transparence des charges. Ouais. Voilà. Mais on arrive à des fois plus de la moitié, presque la moitié du loyer qui part en charge, hein. Ouais, dont ils n'ont pas la transparence. Et dont ils n'ont pas le droit, ils n'ont même pas le droit de discuter de ces charges.
C'est on applique les charges, point barre. Donc, alors, les franchisés, au fur et à mesure, elles ont été éliminées puisqu'il y avait un problème aussi que si la franchise ne fonctionne pas, puisque Fildar a perdu des 20 et 30% de chiffre d'affaires. Donc, automatiquement, les franchisés ne perdaient du chiffre d'affaires avec des loyers exorbitants. Donc, ils ont été mis en liquidation judiciaire. Et après, les galeries marchandes ont fait rentrer des succursalistes. Et là, on n'est plus du tout dans un rapport avec des commerçants et des artisans. Ils travaillent directement avec les enseignes. Ils vont travailler, bon, qui habite, c'est leur enseigne, hein, mais ils vont travailler directement. Ce ne sont plus des commerçants qui investissent dans les galeries marchandes, des commerçants indépendants, mais ce sont des succursalistes. Et ces succursalistes, ils négocient pas dans une galerie marchande, ils négocient dans toutes les galeries marchandes. Et Martine, pour nos auditeurs, ce serait bien d'expliquer ce que ça veut dire succursaliste. Qu'est-ce que c'est la différence entre un succursaliste et un franchisé ou un commerçant? Voilà. Alors, alors il y a le commerçant indépendant qui est propriétaire de son fonds de commerce, mais je parle dans une galerie marchande. Hein, il est propriétaire de son fonds de commerce, mais il n'est absolument pas propriétaire des murs, puisque c'est le bailleur qui est propriétaire des murs. Après, il y a le franchisé qui travaille avec une enseigne, donc c'est le franchiseur. Il est indépendant aussi. Le commerçant indépendant franchisé est encore un commerçant indépendant. Mais après, le succursaliste, eh bien, ce ne sont plus des commerçants indépendants, ce sont des responsables de magasins qui sont complètement, attachés au résultat du chiffre d'affaires. Voilà, il faut faire du chiffre. Donc, c'est des employés. C'est des employés des marques. C'est ça. Elle te fait comprendre qu'après, c'est une forme d'enseigne nationale qui intègre les galeries marchandes. Voilà. Des gens comme Optique 2000 ou des choses comme ça, qui sont partout dans les galeries marchandes. Voilà. Alors là, c'est là qu'on s'aperçoit qu'ils ont complètement détourné la loi, puisque la loi d'origine, c'était la loi de 1973, hein, la liberté d'entreprendre. Les propriétaires d'hypermarchés, les propriétaires de centres commerciaux étaient dans l'obligation de créer des galeries marchandes pour justement compenser la destruction qu'ils faisaient dans les centres-villes, et ils étaient obligés d'amener des commerçants indépendants pour compenser la perte des commerces en centre-ville. Ce n'était pas les galeries marchandes étaient occupées uniquement par des commerçants indépendants. Et au fur et à mesure, donc, ils ont mis les enseignes, ils ont mis les franchisés, et après, les franchisés en difficulté ont été reprises par les succursalistes directement par la maison mère. Voilà, de commerçants indépendants, on est passé à franchisés, et après, on est passé à succursalistes. Il reste que, je sais pas, dans les vieux beaux commerciaux, par exemple à Carrefour Vitrolles, il doit rester 2 ou 3 commerçants indépendants. Tout le restant, c'est ou des franchisés ou des succursalistes. Quand est-ce que ça vous est arrivé, cette histoire? Il y a combien d'années? En 1989. Enfin, moi, j'ai acheté en 1985. Tous mes problèmes sont arrivés en 1989 à partir du moment où j'étais obligée de réinvestir dans la nouvelle galerie marchande. D'accord? Puisque le magasin était détruit, ils étaient en train de faire des travaux, j'étais obligée de me déplacer. Et de 85 à 89, j'étais mis en liquidation judiciaire. Et après, j'ai fait 89, 90, 91, 92, 6 ans de procédure avec les tribunaux de commerce, tribunal de grande instance, cour d'appel, comme toute... comment ça s'appelle? C'est la voie de garage, l'échafaud de l'entreprise, quoi. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que les procédures en justice ont donné? Parce que ça fait presque 30 ans maintenant, 89, 2022, ça fait même un peu plus de 30 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, d'abord, il faut savoir que comment ça s'appelle? Mon avocat d'origine, qui était le maire de Vitrolles, on l'a pas fait exprès, ne s'est pas présenté au tribunal. Donc, j'ai été jugée
sans être présente à mon procès, qui est totalement illégal, hein, totalement illégal. J'ai été jugée et l'avocat n'a même pas prévenu le mandataire liquidateur. C'est-à-dire que j'ai été jugée sans représentation, sans mandataire, sans avocat, et le tribunal, au lieu de renvoyer l'affaire, a jugé et m'a mis en liquidation judiciaire, a reconnu toutes les dettes de Carrefour, de Fildar, parce que moi je dénonçais que si je ne pouvais pas payer mes dettes, c'est parce que j'avais eu un doublement de loyer, et je n'ai pas pu expliquer ça devant le tribunal, puisqu'ils ont jugé sans que je sois présente, sans pouvoir m'expliquer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande un procès équitable pour les commerçants. Non, voilà. Donc Et ça, si c'est... l'avocat a été réglé de ses honoraires à ce moment-là. Hein. Ah oui, Ouais, là, Très important. C'est La- quel la tribunal? cartouche. Enfin, c'est quel type de juridiction? alors ça, c'était le tribunal de commerce. Le commerce, d'accord. Alors le tribunal de commerce, c'était par rapport à mon franchiseur. Après, j'ai eu affaire au tribunal de grande instance parce que c'était des problèmes de loyer, donc c'est le tribunal d'instance. Après, j'ai fait, et alors là, Carrefour osait dire que c'est parce que je payais pas mes loyers, que je payais pas mon avocat. Alors justement, j'avais tout, je liquidais mes affaires pour pouvoir justement payer mon avocat et payer le loyer. Donc ils ont fait traîner cette procédure, c'est-à-dire que moi, dans la galerie marchande, si je n'avais plus mon activité de marchand de laine, j'avais quand même un bail, j'avais quand même un magasin, j'avais quand même une implantation qui valait de l'argent, qui valait de l'argent, puisque c'était dans une galerie marchande prospère. Mais qu'est-ce qu'a fait Carrefour? Il m'a refusé cette demande de déspécialisation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai proposé une activité, Carrefour a refusé l'acquéreur que je proposais. Pour quelle raison? Et pour arriver à ce que je ne puisse plus payer mes loyers et pour arriver à me liquider parce que je ne pouvais plus payer mes loyers. Non, mais dans les motivations, il vous disait quoi? Il vous disait qu'il n'accepte pas pour des raisons il y en a trop dans la galerie marchande, cette activité ne nous plaît pas. Voilà, c'est le fait du prince. Hein. Alors moi, je vais donner simplement une annexe parce que comme bien sûr, j'ai une émission lundi sur les tribunaux de commerce, cette mécanique-là, elle est très simple. Pour pouvoir tuer l'entreprise, il faut simplement augmenter les dettes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait en sorte que le passif de l'entreprise augmente et après, quand tu arrives au tribunal de commerce, ben, la liquidation, elle est demandée, présent ou pas présent, parce que ça, ils le pratiquent souvent, même s'ils sont en abus de droit. Mais c'est simplement ça qu'ils ont vécu. Ils ont refusé des candidats qui pouvaient permettre à la personne de rebondir, et là, ils n'ont pas voulu, parce que pendant ce temps-là, ben, l'amplification de la dette, elle se faisait. C'est aussi simple que ça. Alors déjà, il y a l'amplification de la dette. Enfin, pour les loyers de Carrefour, j'avais pas de dette puisque je pouvais encore régler les loyers. Mais au bout de 6 mois, j'ai payé mes loyers parce que je vendais tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais, mes stocks et tout ça, donc j'ai toujours payé le loyer jusqu'à dans l'attente que Carrefour veuille bien déspécialiser mon bail commercial. Alors là-dessus, le mandataire liquidateur, étant donné qu'il avait vu la supercherie de mon avocat, il m'a dit, Madame Donnette, je vais vous aider, vous allez pouvoir faire vos procédures. Parce que j'aurais pu très bien tomber sur un mandataire qui me dise, c'est terminé, on n'entend plus parler. Donc, il m'a aidé à faire la procédure devant le tribunal de grande instance, non, tribunal d'instance par rapport au... Mais quand je suis partie en appel, j'ai eu 3 appels qui ont été faits par 3 avocats dont je ne sais pas d'où ils sortent. J'avais un avocat, à un moment donné, j'avais un avocat qui était contre moi, pour moi, mais c'est une affaire abracadabresque. Je vais pas m'éterniser là-dessus parce que, en attendant, j'avais les honoraires quand même d'avouer à payer. Hein. C'était 3 avoués, j'avais les honoraires d'avouer à payer. C'est des charges et des charges et des charges. Donc en fait, vous avez été complètement ruiné dans cette histoire. Alors oui, alors donc, j'ai l'expulsion par Carrefour, d'accord. J'ai les dettes du franchiseur
qui s'accumulent, d'accord, et le bailleur qui n'a pas voulu déspécialiser. Donc, à la finale, je me suis retrouvée avec les dettes qui sont rentrées dans mon passif et on m'a saisi mon magasin et ma maison. J'ai tout perdu sur ça. C'est pour ça qu'après, j'ai été vivre en caravane, puisque vraiment, je n'avais plus, j'avais plus de biens, j'avais plus rien du tout. Pendant 17 ans, c'est ça. Voilà. Pendant 17 ans. 14 ans. Voilà. 14 ans. Voilà. Non, mais c'est important Pour que les revenir à Claude, gens qui écoutent l'émission voilà, le comprennent, parce que terminer. Par rapport à Claude, quand Carrefour, parce qu'il avait le même problème qu'il n'a jamais obtenu de déspécialisation, Carrefour demandait 60% de déspécialisation, mais des trucs de folie, hein. Et ça, il faudrait rentrer plus dans le détail. Mais à chaque fois que Claude avait une procédure devant le tribunal d'instance, il rajoutait des charges, il rajoutait des frais de procédure, il rajoutait des trucs, ce qui fait que, par exemple, s'il devait, je vais vous dire un chiffre, hein, par exemple, il devait 20 000 francs de loyer, parce qu'à l'époque, on était des loyers, mais il se retrouvait avec 45 000 francs, alors que ces charges-là, elles n'étaient pas dues. C'est comme ça qu'ils pratiquent. Voilà. C'est comme ça qu'ils pratiquent. Hein. Voilà, c'est-à-dire que devant le tribunal, il se retrouvait avec des dettes, c'était pas possible, et quand il faisait le décompte, ben le décompte, il avait réglé ses loyers. Quand on a fait le décompte, une fois que la liquidation était faite. Ah, bien sûr. Mais il y a une précision importante à faire, c'est que pendant toutes les périodes, pour ce qui concerne Martinet et en partie moi, nous avions signé des baux qui étaient caducs, puisqu'il n'y avait pas de comment ça s'appelle ? Il n'y avait pas à l'époque de CDAC. Et même pire encore, la CDAC. L'autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial. Il n'y avait pas donc d'autorisation. Et là, c'est encore beaucoup plus scandaleux. Alors, ça, c'est le permis de 1985. Ça, c'est le permis quand je suis arrivée. 4 ans plus tard, aussi, hein, non, 3 ans plus tard, Carrefour sollicite un permis d'extension qui représente vraiment la nouvelle galerie marchande. Ce permis de construire est refusé. Par le maire, dont il est avocat, qui était notre avocat, donc il savait très bien, c'est lui-même qui a refusé le permis de construire. Alors, et il nous défendait. Il a refusé le permis de construire parce qu'il ne correspondait pas au plan local d'urbanisme. Donc, pendant 2 ans, qu'est-ce qu'a fait Carrefour, qu'est-ce qu'a fait la mairie ? Ben, ils ont modifié le plan local d'urbanisme. Et après, ils ont été en 1991, ils ont été demandés un permis de régularisation, mais qui n'est toujours pas passé en commission départementale d'aménagement commercial, alors qu'ils avaient fait une extension de 12 000 mètres carrés. Et donc, c'est à partir de là qu'on a créé l'association en toute franchise en 1994. Donc, ça fait 30 ans, presque 30 ans. Donc, on s'est aperçu comment avait triché Carrefour par rapport à ses plans d'origine, par rapport à ce qu'il avait déclaré en 1985, c'était des fausses déclarations. En 1988, il fait des travaux avec un permis de construire refusé. En 1991, il obtient un permis de régularisation sans autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial. Donc, ben c'est là qu'on a commencé à dire, mais est-ce que c'est un cas unique ? Est-ce que ça se passe uniquement avec la société Carrefour ou c'est un problème général qui se passe avec toutes les enseignes ? Non, en 1993, c'est là où on a créé. Voilà. Oui, ou est-ce que c'est juste un problème là dans la ville où vous étiez ? Ça aurait pu être aussi un cas, voilà, ça aurait pu être un cas complètement isolé, oui. Voilà. Mais ils ont toujours caché qu'ils n'avaient pas, puisqu'ils nous ont fait signer des baux alors qu'ils n'avaient pas d'autorisation d'exploiter le commerce. C'est là où c'est grave. Et ils n'ont jamais été poursuivis ni condamnés pour ça ? Ah non. Alors là, par contre, non, mais c'est important de le dire parce que peut-être que les coups disent, mais au bout de 30 ans, c'est réglé et c'est terminé. Politique. Hein. Donc, à partir de 1994, on a rencontré beaucoup de commerçants pour savoir quelles avaient été leurs difficultés, puisqu'on avait la chance de passer sur les radios
Aujourd'hui, il est impossible de passer un programme sur une radio, hein, ça c'est complètement terminé. Donc, on a eu la chance, en étant interviewés par des journalistes, que des commerçants se sont rapprochés de nous et qui nous ont raconté, eux, ils avaient une affaire dans une galerie marchande Intermarché, l'autre avait un problème avec une galerie Auchan, l'autre avait un problème. Donc, on s'est rendu compte d'abord que ce n'était pas uniquement avec la société Carrefour, mais où on s'est rendu compte après, c'était de la complaisance qu'ils avaient eue avec la direction départementale de l'équipement, la direction départementale de la répression des fraudes. Ils ont eu le concours des préfets, la rétention de documents administratifs. Donc, si vous voulez, après, on s'est confronté à un tas de problèmes, rétention de documents pour qu'on perde les procédures, si vous voulez, et pendant ce temps-là, eux, ils avancent parce que parallèlement, eux demandaient la régularisation de leur surface illicite. Là, on tombe dans le système mafieux, là. Voilà. Bien sûr, non, mais ça, mais les choses ont quand même beaucoup évolué, et plutôt en mal, depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'en 30 ans, les centres-villes se sont vidés de leurs commerçants. On a tous le souvenir d'avoir été enfants, adolescents et jeunes adultes dans des villages, des communes, des villes de moyenne importance avec un centre-ville et des commerçants. Aujourd'hui, en 2022, beaucoup de villes et villages n'ont plus de commerçants. Je sais que vous annoncez un chiffre, c'est plus de combien de communes ? 20 000 communes n'ont plus un seul commerce. Sur le territoire français, on est d'accord, hein, c'est pas en Europe. Hein, on est d'accord, c'est en Europe. Plus de 20 000 communes en France n'ont plus un seul commerçant. Donc, d'un côté, il y a ces grandes surfaces, pour schématiser, ces grandes surfaces qui ont pris, entre guillemets, le pouvoir à l'extérieur des centres-villes. Les centres-villes se sont vidés de leurs commerçants, donc de leur vie, tout simplement. Et puis, en même temps, les grandes enseignes de la grande distribution se réinstallent en centre-ville avec des… Alors, vous parlez de Carrefour, c'est Carrefour City, voilà, Market ou je ne sais quoi. C'est-à-dire qu'en fait, mine de rien, ils gagnent sur tous les tableaux. Exactement. Alors, tout ça, c'est une question de droit. Ils n'ont pas pu le faire s'ils n'avaient pas eu la complicité du pouvoir, bien sûr, des élus locaux, des députés, des sénateurs, parce que c'est quand même eux qui font la loi. Et des maires. Non, mais je les ai dit, les élus locaux. Oui, là, on est dans, Martine, on est dans la corruption absolue. Hein. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'en fait, comme vous le savez, j'ai travaillé dans une banque de gestion de fortune, contre laquelle je me suis battue pendant des années. Tous les propriétaires de grandes surfaces, et notamment de tout ce qui est alimentaire, sont des clients de gestion de fortune, qui, pour certains, ont des comptes à l'offshore. Donc, ça s'est aussi fait, a priori, avec la complicité d'élus, avec la complicité de certains services de l'État. Donc, on est en train de voir quand même qu'il y a une convergence de toutes les actions qu'on a menées depuis des années les uns les autres sans se connaître, en étant dans des milieux très différents, des régions très différentes. Moi, ce qui me surprend dans ce que vous aviez dit, en plus de cette histoire de complicité des élus, c'est que vous disiez, il y a 30 ans, vous avez été médiatisé. Moi, je sais que vous êtes passé chez Élise Lucet, qui est une des journalistes qui a le plus d'audience. Sur France Bleu, sur FR3, on passait partout. Alors justement, comme vous avez publié des livres, peut-être qu'on peut parler justement de ces livres, notamment sur l'histoire des 418 milliards. Vous allez expliquer ce que c'est. Pourquoi est-ce que vous n'avez plus le droit à la parole? Est-ce que vous estimez que c'est du boycott? Est-ce que vous estimez que c'est de la censure? Est-ce que vous estimez que vous n'avez pas su vous exprimer correctement et qu'on ne comprend pas du tout ce que vous dites et qu'en fait, on s'est arrangé pour faire croire que vous étiez un cas isolé? Comment est-ce que vous analysez ça? Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que tous ceux qui nous écoutent comprennent que votre combat, c'est celui de tout le monde, puisqu'on vit tous dans des communes sur le territoire français?
Ben, on va reparler un peu de la loi, comment la loi s'est effritée au fur et à mesure. Donc, en 1973 est sortie la loi Royer, hein, puisqu'elle définissait la liberté d'entreprendre, hein, qui était une loi constitutionnelle. Ça a été jugé par le Conseil constitutionnel, qui avait valeur constitutionnelle. Donc, celle-là, on ne peut pas y toucher, on ne peut pas la démonter. Mais quand ils ont créé cette loi Royer, la première chose qu'ils ont fait, c'est de supprimer les droits de recours des commerçants contre les permis de construire. Alors, soit on interdit aux commerçants de ne pas attaquer les permis de construire, mais on a un État régalien qui fait respecter le droit, qui fait respecter les zones agricoles, etc. Et au départ, ça a fonctionné puisqu'il y avait beaucoup de commerçants, donc les commerçants faisaient respecter cette loi. Mais dès 1978, qu'est-ce qui s'est passé? La grande distribution s'est implantée sur des zones agricoles, sur des zones humides, des zones inondables, les zones à risque et tout. Là, encore une fois, le législateur a pris le mors aux dents et il a dit, mais ça, ce n'est plus possible. Il faut, au moment où le dossier passe en commission départementale d'urbanisme commercial, après équipement commercial et aménagement commercial, il faut qu'il fournisse un certificat d'urbanisme pour prouver la compatibilité du projet avec les règles locales du plan local d'urbanisme. Donc ça, c'est fait pour plus de transparence, normalement. C'est quand on comprend les choses correctement. Voilà, et c'est ce qu'on appelle les CDUC, c'est ça, c'était ça. Voilà, c'est ça. Hein. Mais tout ça a fonctionné, mais arrive en 1982, arrive la décentralisation qui est votée par qui? Qui est votée par les députés maires, les sénateurs maires. On n'avait pas encore la loi qui a supprimé le cumul des mandats. Donc les maires, à chaque fois qu'ils ont fait des lois dans le cadre de la décentralisation, ils n'allaient pas donner aux commerçants la possibilité d'attaquer les permis de construire avec lesquels ils magouillaient très bien avec la grande distribution. Alors, Martine, qu'est-ce que ça veut dire, ils magouillaient très bien avec la grande distribution? C'est-à-dire qu'ils monnayaient les autorisations. C'est exactement ça. Mais ça, c'est important. Non, mais c'est pour ça que c'est important de le dire. Ça, c'est de la corruption active, hein, parce qu'elle est active, mais des fois, elle est différée, parce qu'ils ont aussi des avantages par la grande distribution en la rétribuant des biens. Voilà. Faut pas oublier ça. Après, en fait, c'est des rétrocommissions, c'est des choses comme ça. Oui, voilà, c'est le principe. Donc, ils ont tellement monnayé les centres commerciaux, mais c'était 4 millions de francs, voilà, c'était comme ça. Et puis, c'était tous les partis. Il y avait le Parti socialiste, tous les partis bénéficiaient de cette manne financière. 1993, arrive Bérégovoy. Heureusement, monsieur Bérégovoy, paix à son âme, parce que malheureusement, quand on voit comment il a terminé, il s'est battu contre ce pouvoir de l'argent, contre cette corruption. Et il a mis en place la loi de prévention de la corruption, de la transparence de la vie économique et surtout le financement des partis politiques. Ouais. Donc, ça a calmé un peu le jeu. Mais il en est mort. Il en est mort. Très probablement. Voilà. C'est même pas probable, c'est une certitude. Oui, mais on n'a pas. Voilà. Non, mais quand tu déranges un mécanisme financier tel qu'il l'a dérangé, c'est normal qu'il lui arrive un accident. C'est pas lui, c'était un des premiers, mais il y en a plein à qui ça arrive après. Hein. Oui. Même avant. Donc, il y a eu la grosse affaire d'Estrade où les sorties, toutes les enseignes étaient au tribunal de Pau. Enfin bref, on peut regarder encore des émissions. Hein. Il y a, sur Internet, vous avez plein de… J'ai une question. Est-ce qu'on a une idée du nombre de mètres carrés ou du nombre d'hectares illicites en France? Enfin, illicites, c'est-à-dire qui correspondent ni à ces PLU nous, été... Alors, je vais y arriver parce que je vais avancer, comme ça on comprendra mieux. Donc, en 1993, il fait la loi sur la prévention de corruption. Il met en place le schéma de développement commercial, les observatoires,
Et arrive en 1996 le critère de densité commerciale, c'est-à-dire qu'on disait, voilà, pour tant de mètres carrés de grande surface, il faut respecter tant de mètres carrés, il faut respecter les magasins du centre-ville. Il y avait cet équilibre-là, ça a marché, on sortait de la loi SRU, donc il y avait un peu de rangement, on va dire, sur le territoire. Arrive 1996, donc on a le critère de densité commerciale et le critère à l'emploi. Et M. Raffarin, qui était ministre disparaît des autorisations, disparaît le certificat d'urbanisme. Et donc c'est reparti, ils sont repartis sur les zones inondables, sur les zones Natura 2000, et encore aujourd'hui, puisque aujourd'hui, nous réclamons un guichet unique justement pour qu'on remette le certificat d'urbanisme dans l'examen des autorisations de CDAC. Le gouvernement actuel qui vient de sortir refuse catégoriquement qu'on remette le certificat d'urbanisme dans les dossiers de CDAC. Donc là, on est en 1996. 2002, il arrive la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est importante puisqu'elle prévoit un recours à un procès équitable, c'est-à-dire que fini toutes les magouilles des tribunaux où on juge voilà, et que le commerçant, enfin je parle du commerçant puisque là on est dans le commerce, mais le commerçant a le droit à un procès équitable et un droit de recours effectif, c'est-à-dire que la Convention européenne prévoit qu'on peut aller rechercher les élus, les maires, les personnes actives qui aident à avoir des permis de construire irréguliers. D'accord? Ça, c'est en 2002. 2008 arrive la directive européenne service, qui est très importante puisque justement, elle permettait, si elle avait été transposée dans le droit français, aurait permis des contrôles rigoureux justement par rapport à l'environnement, par rapport au tourisme, l'environnement urbain et compagnie. Mais quand c'est une directive européenne, c'est obligatoire qu'elle soit retransmise dans le droit des 27 pays, non? J'ai fait pas obligatoire. 13 courriers, monsieur Macron. C'est comme ça les arrange. Hein. Voilà, d'accord. Okay. Il est en train de se casser la tête là. Il ferait mieux de nous répondre. Il ne recevrait pas les tomates. Voilà. 2008 arrive la fameuse loi de monsieur Sarkozy, la loi de modernisation de l'économie. Donc on est en 2008, commission Attali, où est intérieur monsieur Macron. Donc si vous voulez, on nage toujours dans les mêmes personnages. 2008, la loi LME supprime le critère de densité commerciale, donc libéralisation totale des autorisations, plus de critères à l'emploi, plus de critères de densité commerciale, et une fois que la loi est votée, ils mettent en place une circulaire qui permet à la grande distribution de faire 1000 mètres carrés sans autorisation. Et là, on a des rapports du Sénat où ils disent qu'à cette période-là, il s'est créé à peu près 5 millions de mètres carrés sans aucune autorisation. Alors là, c'est toutes les petites enseignes de 1000 mètres carrés, tous les mini-supermarchés qui se sont implantés partout. Alors, les petits supermarchés, ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils n'avaient pas la surface pour le faire. On voit bien que tous les supermarchés de 1500, 2000 mètres carrés n'ont pas pu le faire. Mais ceux qui l'ont fait, c'est les grands Leclerc, les grands Carrefour. Mais ils ne se sont pas contentés de faire 1000 mètres carrés. Ils ont fait 3 fois 1000 mètres carrés. Donc, ça a été exponentiel. Et ça, ils se sont éclatés. Donc, nous, on a saisi le Conseil d'État pour faire supprimer cette circulaire. La circulaire a été retirée quand on a saisi le Conseil d'État, mais malheureusement, les mètres carrés n'ont jamais été. On n'a pas dit on va retirer les mètres carrés illégaux. Hein. Ça, et donc, quelles sont les surfaces illicites au total? Eh ben, nous, on comptabilise. Alors, nous, c'est ce qu'on a comptabilisé. Ça, c'est ce qui est fait au niveau national. Mais après, nous, dans les Bouches-du-Rhône, on avait compté à peu près 90 000 mètres carrés. La région PACA, 90 000 mètres carrés de surface illicite. Donc, de toute manière,
à une réponse à un député ou un sénateur, il avait été répondu que de toute manière, un hypermarché sur 10 est en surface illicite. Donc, si vraiment il y avait une volonté politique d'aller lutter contre les surfaces illicites, ça se ferait. Hein. Est-ce que vous savez si dans les conseils municipaux, il y a de la résistance justement par rapport à ça? Parce que vous dites qu'en fait, ce sont les maires qui décident. Alors, il faut savoir que la maîtrise de l'urbanisme, c'est toujours le maire oui. et un conseiller. Les autres conseillers ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant, mais ils doivent bien à un moment donné aller faire leurs courses comme tout le monde et puis se demander. Oui, mais non, attendez. Étant donné que la presse ne nous suit plus, parce que si vous voulez, par rapport à ce qu'on a connu. Oui, il faut qu'on reparle de ça, il faut qu'on parle de la presse et pourquoi la presse. Voilà, par rapport à la. Comment ça s'appelle ? C'est comme avec moi, depuis que j'ai publié mon livre préfacé par Julian Assange en 2017, alors que maintenant je sais, grâce au vice-président de l'Assemblée nationale, que le soutien est transpartite à Julian Assange. Depuis que j'ai un livre préfacé par Assange, je n'existe plus. Donc, Martine, je suis très solidaire parce que. Tous les liens sont pareils. On fait face à un monde qui est le monde noir, le monde corrompu, enfin qui ne dit pas son nom, bien évidemment. Alors, de toute manière, c'est une castre, hein, parce qu'on le voit bien. Quand ils examinent les dossiers en commission départementale d'aménagement commercial, ils n'en ont rien à faire si le voisin d'à côté il viole son PLU ou s'il respecte pas, hein, c'est pas son problème. Tout le monde, c'est l'omerta totale, hein. C'est l'omerta totale. Et en plus, ils ont un tel mépris. C'est le mépris qu'ils ont vis-à-vis des commerçants et des artisans. Mais justement, parce que ma question, c'était, il y a une opposition dans chacun des. Il y a un semblant d'opposition. Il n'y a pas une opposition, il y a un semblant. Mais c'est pour ça que je pose la question. Quand il y a une opposition, malheureusement, les coûts des procédures pour faire respecter, c'est tellement important. Et il faut savoir que nous, on fait les procédures parce qu'on a des adhérents qui nous permettent de faire les procédures et de les assumer. Mais quand vous avez un élu, il va aller au front, il va être condamné à 2 000, 3 000 euros, ça va être pour sa poche. Alors que le maire qui a violé son plan local d'urbanisme ou qui a violé je ne sais trop quoi, la loi fondamentale de la liberté d'entreprendre des commerçants et des artisans, il sera jamais pénalisé et il profite des finances publiques pour continuer ces saloperies. Donc, vous n'avez pas beaucoup d'élus qui sont en contradiction, faute de moyens. Puis l'élu d'opposition est pareil que nous, il n'a pas les moyens. Enfin, nous, on les a. Bien sûr, non, mais ça, c'est clair. Alors, ils n'ont pas les moyens, il faut savoir la rétention de documents. La rétention de documents. Par exemple, si vous voulez attaquer une délibération, mais qu'il y a à l'intérieur des documents, le maire ne communique pas les documents, vous êtes obligé de saisir la commission d'accès aux documents administratifs, ça va durer 5 mois, ça va durer 6 mois, mais c'est des procédures qui n'en finissent plus. C'est une voie de garage. Le tribunal administratif ou le tribunal de commerce, ce sont des voies de garage où on ne peut pas faire appliquer les droits des citoyens, les droits des commerçants, les droits des élus qui osent s'opposer à une dictat et c'est un cercle. C'est un cercle. Donc, d'un côté, il y a les politiques, les élus. De l'autre côté, il y a la problématique de la justice, donc des durées de procédures, mais aussi le coût des procédures. Les lanceurs d'alerte connaissent aussi ça par cœur, qui gagnent ou qui perdent. De toute façon, c'est la même chose. Ça dure et ça coûte très cher. Et si en plus on leur donne raison et si en plus il y a des indemnités, les indemnités, c'est un euro symbolique. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de prise en considération du fait d'être victime de ces espèces de mammouths. Et donc, la presse qui devrait être là vent debout, puisque les journalistes sont aussi des clients des commerçants, pourquoi est-ce que vous êtes sortis de tous les repères alors que vous avez une association, que vous avez des membres, vous allez nous dire combien et comment ça se passe avec les membres, mais donc pourquoi est-ce qu'en publiant des livres,
vous êtes devenu une bête noire censurée. Voilà, nous on le voit dans les communes. Dans les communes, avant, vous avez des agences de presse. Vous aviez des agences de presse dans toutes les communes. Oui, je sais. Aujourd'hui, vous avez une agence de presse pour 2 ou 3 communes. Et bien souvent, vous avez celui qui fait les articles, il est directement en contact avec le maire. Il fait des fois l'article pour le journal et l'article pour le bulletin municipal. En plus, le journal passe des annonces publicitaires pour la grande. Alors, je vous interromps 2 secondes, mais on a fait une émission avec Christophe, ça devait être il y a 2 semaines, sur Julian Assange, dont je viens de parler à l'instant, où j'ai parlé d'un document qui est primordial, qui s'appelle la Charte de Munich, qui est la charte des droits et des devoirs de tous les journalistes. Donc, comme Christophe nous disait tout à l'heure que cette émission était soutenue par un certain nombre de journalistes, il est quand même très important qu'on rabâche et qu'on répète ça en permanence. Parce qu'on se rend compte les uns les autres qu'il y a un vrai problème de déontologie par rapport au métier de journaliste qui est là pour être, ils sont là pour être le 4e pouvoir, ou le 5e pouvoir. Alors après, tu vois Martine par exemple, je donne un exemple. Quand on sait que ce qu'on appelle la presse régionale, la PQR, oui, la presse quotidienne régionale, PQR. Quand tu sais qui est devenu le propriétaire de toute la presse régionale, ou l'essentiel des propriétaires, est-ce que vous savez qui est le propriétaire de presque tous les journaux régionaux, de la presse locale? Eh bien, c'est une banque. C'est une banque. Et la banque, c'est celle qui finance et qui encaisse l'argent de la grande distribution ou des grandes enseignes partout. Alors après, quand tu cherches à avoir une presse ou d'avoir des médias qui sont capables de soutenir des commerçants, des entrepreneurs ou ne serait-ce que la vérité, eh bien, on n'est pas au bout de pluraliste, tout simplement. Ben, bien sûr. Voilà. Je vais préciser, pour ce qui nous concerne, la presse. Je ne peux pas te lever parce que j'ai l'impression que tu es tout petit par rapport à moi. Oui, c'est pas grave. Nous, ce qui nous a fait grandir dans l'association, c'est un article de presse, comment ça s'appelle, Le Canard enchaîné. On est passé de 300 à 600 adhérents. Là, ça a été. Il y a combien de temps, combien d'années? Pardon? Il y a combien de temps, combien d'années? 1999. Oui, c'est pas d'aujourd'hui. Ah oui, 25 ans, d'accord, 20 ans. Et encore, je ne compte pas ce qu'il a fallu se battre pour pas être encore pris pour le Front National à l'époque. Hein. Bon. Mais elle est passée, un article sensationnel. Après, on a eu presque tous les journaux nous ont soutenus, y compris le journal L'Humanité, qui est une jeune fille très très bien. Et là, depuis qu'il y a Macron, on ne passe nulle part. Dernière en date, je fais court, hein. Dernière en date, on a un journaliste d'Antenne 2 qui a fait trois passages en toute franchise. Quand on a fait les présidentielles, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais je vous ai écrit, vous ne me répondez pas, monsieur. Bon, il m'a dit, écoutez, monsieur Dio, c'est simple, j'ai demandé à mon chef, le chef à Antenne France 2, son chef est intervenu auprès du ministère, il m'a dit ministère, je ne sais pas ce qu'il vient faire, mais ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur, vous ne parlez pas d'eux. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous avez tout compris maintenant, il n'y a plus besoin de. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et c'est clair. Alors, on est passé après, on a eu TV, qu'importe, et puis Marianne qui a fait un super truc pour nous. Là, ça a marché, mais ils n'ont pas été suivis. Moi, j'écris à 2700, j'ai un fichier de 2700 journalistes. La dernière fois, il y en a 70% qui l'ont lu et pas un n'a répondu. Donc, c'est clair, c'est le pouvoir. Ils sont sous l'influence du pouvoir. Les consignes sont passées, oui, voilà. Combien de livres est-ce que vous avez publiés? 2. D'accord, les titres. Il faut donner les titres. Seule face au géant, j'ai publié chez Max Milo, et le 418 milliards, publié chez Talma Studio.
Alors, les 418 milliards, c'est 418 milliards qui manqueraient, Alors, je vais le mettre au conditionnel, qui manqueraient à la région PACA, n'est-ce pas? C'est pas pour la France, c'est la région PACA. Non, c'est pas pour la région PACA qu'il manque. C'est pour les finances de Bercy. C'est pour Bercy. D'accord. C'est pour la totalité de la France. Pour que les gens comprennent, les 418 milliards, ils représentent quoi dans la globalité? Pour que les gens comprennent. Voilà. Alors, c'était à partir du moment où Pierre Bégorevoy avait fait la loi de prévention de la corruption. À partir de ce moment-là, alors il faut savoir que précédemment, l'abus de position dominante et la concurrence déloyale, c'est interdit par le traité de fonctionnement de l'Union européenne, que l'État français ne veut pas entendre parler. Donc, le traité de fonctionnement de l'Union européenne sanctionne et punit la concurrence déloyale et l'abus de position dominante par des amendes et des astreintes. Alors, les amendes, c'est des amendes. Alors, dans la loi de Pierre Bégorevoy, il a repris justement ce principe et il a fixé les amendes de 5e classe, 1 500 € par mètre carré et par jour d'infraction. Et en 2008, Sarkozy a supprimé les amendes pour mettre des astreintes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, puisqu'on a avancé, on a quand même fait modifier la loi plusieurs fois, on a fait modifier la loi pour que les avis de la CDAC, que les maires ne puissent plus signer les permis de construire avant une autorisation favorable de la commission départementale d'aménagement commercial. Ça, on a gagné la première chose. La deuxième chose, on a obtenu, grâce au sénateur M. Bourquin, que le préfet, parce que le préfet, lui, les infractions, il attend le bon vouloir. Il pouvait. Mais alors, si on résume, pour qu'on comprenne bien. Et là, maintenant, le préfet est dans l'obligation d'aller contrôler quand il y a des surfaces illicites. Mais si on comprend bien, en tant que Français, citoyen, contribuable, le ministère qui a les clés de tout ça, c'est Bercy, c'est le ministère des Finances. Tout à fait. Vous avez écrit au ministre Bruno Le Maire, je sais parce que je lui ai écrit aussi, non pas sur mon dossier, mais sur ce que vous dénoncez. Je vous avouerai que j'ai retrouvé le courrier tout à l'heure qui date du 18 mai 2020. Monsieur Le Maire n'a jamais répondu à mon courrier où justement je parlais de ce que vous dénonciez. Alors, est-ce que vous, de votre côté, vous avez eu des réponses de Bercy ? Si oui, qu'est-ce qu'on vous dit? Et comment est-ce que vous analysez le fait qu'on nous dise qu'on est un pays quand même surendetté? Et ça devient d'une gravité inouïe au niveau de notre fonctionnement, de notre PIB. Pourquoi est-ce que l'État aurait intérêt à ne pas aller chercher l'argent qui lui est dû? Alors attention, je voudrais dire un truc. Il nous reste plus que 5 minutes d'antenne. Je sais. On a beaucoup parlé, donc c'est bien, mais alors il faudrait que ça soit presque un point de synthèse, Martine. Oui, alors c'est simple. Il a fallu d'abord qu'on obtienne une loi pour obliger le préfet à aller contrôler, parce qu'il faut le contrôle, le procès-verbal d'infraction. Bon. Donc, on a réussi on est obligé de faire des procédures, parce que le préfet n'y va pas automatiquement. On est obligé de saisir le tribunal parce que le préfet ne va pas contrôler. Une fois qu'il a contrôlé les surfaces illicites, qu'on est allé au bout de toutes les procédures, c'est-à-dire TA, Cour d'appel et Conseil d'État, on a demandé au ministre comment ils avaient été sanctionnés pour leur enrichissement illégal d'avoir exploité 2000 m² de surface illicite pendant une dizaine d'années. Le ministre nous a répondu, il est revenu dans cette surface, il est revenu dans son autorisation d'origine, point barre, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, ils ne veulent pas, l'État français ne veut pas mettre en place les amendes. Nous avons fait une deuxième procédure sur Nice. Nice, le Conforama de Nice, le préfet est condamné à 5 000 €, enfin bref, ils sont tous condamnés. Là, c'est M. Bruno Le Maire qui fait le recours contre nous, qui avons gagné la procédure. Le troisième dossier… Attends, tu as oublié les 10 000 € qui reviennent à la… Oui, mais ça, on n'a plus que 5 minutes.
Le troisième dossier, c'était contre Carrefour, Châteauneuf, les Martigues. On a perdu la procédure parce que le préfet des Bouches-du-Rhône nous avait fait de la rétention de documents administratifs en disant que Carrefour n'avait jamais été obligé d'avoir une CD, une autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial. Et en procédure, Carrefour arrive avec son autorisation. Donc, on a su à ce moment-là qu'il y avait bien eu une autorisation, mais l'autorisation était que de 4500 mètres carrés et Carrefour exploitait 8000 mètres carrés, c'est-à-dire qu'il exploitait 4000 mètres carrés de plus que l'autorisation. Donc, alors Martine, comme on va être obligé de se quitter, moi j'aurais deux questions. C'est est-ce que vous êtes les seuls à faire ça en France? Par qui vous êtes soutenus? Et pour les gens qui écoutent et qui voudraient aider ou qui sont en train de prendre connaissance de ça, alors il y a vos deux livres. Donc il y a les 418 milliards qui ont été publiés l'année dernière de mémoire, ou il y a 2 ans. Un, il y a en 2015 et l'autre en 2021. Voilà. Donc, comment les gens pourraient vous aider? Alors d'abord, c'est en adhérant parce que nous, ce qu'on a besoin, c'est de soutien financier parce que ces procédures sont très longues et très coûteuses. Donc, on a besoin, on a mis en place Eloasso, on a mis une cagnotte. Si les gens veulent nous aider, parce qu'il faut maintenant qu'on saisisse la Commission européenne par inaction de la France à récupérer les amendes pénales, à récupérer ces 418 milliards. Ça, c'est une chose. Alors, dans le cadre des législatives qui arrivent le mois prochain, est-ce que vous avez un message à lancer, justement? Le message, c'est simple. On voudrait savoir si les délégataires de pouvoir, puisqu'on va élire les délégataires de pouvoir, c'est-à-dire des députés, est-ce que les députés vont-ils enfin nous représenter ou ils n'entendent toujours que représenter les lobbies? Voilà, c'est ça notre message. Et c'est ça qu'on aimerait répondre. Voilà, donc le résumé, il est très simple. Il est là, il est dans cette question-là. Et moi, je suis très content d'avoir eu cette émission-là avec Stéphanie. Et vous êtes vraiment des invités qui apprennent plein de choses aux gens. Voilà, et ça va être important. Et on aura l'occasion, à mon avis, de faire circuler cette vidéo-là grâce à Journalistes sans frontières. On les remercie beaucoup. Avec le code de déontologie des journalistes. Merci Christophe, merci Stéphanie, et merci à toute l'équipe derrière les manettes. Voilà. Coluche disait, ça n'est qu'un combat, continuons le combat. C'est ça, c'est exactement ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que... Mais on s'aperçoit que tous les combattants dans leur domaine, ils finissent par trouver une unité. Et surtout, une complémentarité. C'est ça qui va finir par éclairer les gens. Ouais. Mais en fait aussi, ce que les gens sont en train de découvrir, c'est que tous les dossiers sont liés. Sont justement liés aux politiques, sont liés aux problématiques de justice, sont liés aux problèmes de la propagande médiatique et sont liés à des comptes offshore. Voilà. On aura l'occasion de reparler. Et surtout les députés et les sénateurs qui ne mettent pas en place les lois pour l'intérêt général de tous. Et ils ne servent qu'au lobby parce qu'aujourd'hui, un député, il n'y a plus de cumul des mandats, mais on voit très bien que comme attaché parlementaire ou comme suppléant ou autre, c'est toujours un maire. Hein. Donc ils sont toujours là, c'est toujours la même complicité, le maire, le député, et on fait des lois pour arranger les lobbies. Voilà, vous avez tout résumé. Bon, on se dit à bientôt alors, parce qu'on aura l'occasion de se revoir, n'est-ce pas Stéphanie? On est parvenir. Bonne soirée Claude, bonne soirée Christophe. Salut tout le monde et merci. Merci.